Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle d'innovation, on parle de société numérique et aussi de crypto. C'est le rendez-vous où on va vous analyser, vous expliquer un peu quelles sont ces grandes actualités du monde de la crypto avec Claire Balva qui nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Blockchain Partner et directrice de Blockchain et Crypto chez KPMG France. Et restez avec moi également en plateau Hervé Bonazzi, le PDG d'Archipel. Vous pourrez évidemment interagir tous les deux sur ce sujet qui monte, mais qui chute aussi en ce moment. Le monde des cryptos n'est pas un monde de tout repos. Alors, je voulais avoir votre éclairage clair sur trois actualités. La première, c'est le FBI qui a fait les comptes et qui a dit, eh ben voilà, il y a 1,3 milliard de dollars de crypto-actifs qui ont été volés sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies au premier trimestre 2022. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous ceux qui investissent sur ces plateformes si c'est si dangereux et facile de se faire voler? Alors déjà, ce chiffre, il faut bien voir que ce n'est pas sur des plateformes d'échange centralisées, c'est en réalité des fonds qui ont été volés dans ce qu'on appelle des protocoles ou des plateformes de finances décentralisées ou DeFi. D'accord. Donc voilà, qu'est-ce que ça change? Parce qu'on aurait plutôt tendance à penser que tout ce qui est DeFi, décentralisé, est plus sécurisé. En réalité, c'est aussi beaucoup plus expérimental. Il y a eu des hacks sur des plateformes d'échange centralisées au début de la crypto, mais on voit aujourd'hui que les hacks sur les plateformes d'échange classiques centralisées sont plutôt en diminution. D'accord. Alors que la DeFi reste beaucoup plus expérimentale. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est par exemple des erreurs dans des codes, ce qu'on appelle des contrats intelligents. Et le code dans la DeFi est très important parce qu'en fait, il remplace les intermédiaires financiers traditionnels et centralisés. Et donc, quand il y a une erreur dans ce code, effectivement, ça peut laisser le chemin pour des hackers pour venir dérober beaucoup de fonds. Comme une faille informatique dans un logiciel. Exactement. Donc, mon conseil, c'est de n'utiliser ce type d'application que si vous êtes un peu acculturé et que vous êtes capable d'aller faire votre due diligence personnelle, si vous êtes capable d'aller vous renseigner un peu en détail sur ce que vous utilisez. Ouais. Pas aller utiliser des applications que vous ne comprenez pas. Donc voilà, mon simple conseil, c'est que si vous allez sur des plateformes d'échange centralisées, regardez si ces plateformes sont régulées, regardez si ce sont des grandes plateformes connues. Vous pouvez aussi stocker vos fonds personnellement, par exemple, sur un ledger. Et puis, si vous voulez aller dans des applications financières complexes, renseignez-vous bien sur ce que vous utilisez. Est-ce que la plateforme, on va dire le fonctionnement de Bitcoin aussi est soumis à des fragilités ou finalement, est-ce que ce n'est pas le système le plus robuste ? Alors, effectivement, quand on parle de hack ici, on ne parle pas vraiment de hack de la blockchain elle-même. On parle vraiment de hack sur les applications qui fonctionnent sur ces blockchains. Alors d'ailleurs, dans la finance décentralisée, c'est plutôt sur Ethereum que ça se passe. Ce n'est pas sur Bitcoin. Sur Bitcoin, en réalité, il y a une grande solidité technique. Ça fait partie des protocoles les plus décentralisés. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire voler vos bitcoins, mais ça, c'est un sujet de plateforme d'échange, ce n'est pas le sujet du protocole lui-même. On peut très bien, par exemple, avoir des problèmes avec Facebook ou avec Twitter sans qu'Internet lui-même soit remis en cause. D'accord. Deuxième sujet, c'est sur la sobriété numérique. Vous avez parlé d'Ethereum. Justement, ils ont un gros projet là pour la mi-septembre. Ils nous disent qu'ils vont descendre leur consommation énergétique de 99,95%. Oui, alors c'est un projet qui est prévu depuis des années, c'est pas nouveau du tout. C'est un projet qui consiste à changer d'algorithme de consensus. Ethereum aujourd'hui fonctionne avec ce qu'on appelle la preuve de travail, c'est la même chose que sur Bitcoin. Et donc ça consiste à sécuriser le réseau en résolvant des équations avec une dépense d'énergie, en consommant de l'électricité. En fait, c'est la puissance de calcul qui est requise pour valider l'opération qui consomme de l'énergie. Et là, l'idée, c'est de remplacer cette dépense énergétique par de l'argent qu'on met en séquestre. Et donc, finalement, pour avoir le droit de valider les blocs de transaction, on ne va pas miner, dépenser de l'énergie, mais on va mettre en séquestre des Ethers, puisqu'on est sur Ethereum. Et donc, on passe de mineur à cette notion de validateur. Et donc là, le 15 septembre, Ethereum va changer de la preuve de travail à ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, où effectivement, on n'aura plus des mineurs, mais des validateurs. Et donc, l'un des avantages, c'est effectivement cette baisse de la consommation énergétique. Mais est-ce que ça risque de baisser aussi la fiabilité de cette blockchain ? Alors, c'est un grand saut dans l'inconnu. Il y a d'autres blockchains qui fonctionnent en preuve d'enjeu, mais c'est vrai qu'elles se sont construites à la base sur la preuve d'enjeu, donc il n'y a pas eu de changement en cours de route. Et elles sont quand même à un niveau de décentralisation bien moindre qu'Ethereum, qui aujourd'hui est la plus grande de ce qu'on appelle les blockchains programmables.
Donc c'est un gros enjeu pour cet écosystème qui est très grand de changer d'algorithme de consensus. Donc c'est un saut dans l'inconnu. L'une des conséquences probables, c'est que ça va accentuer le niveau d'institutionnalisation du réseau. Ça va donner du pouvoir, par exemple, aux exchanges qui ont beaucoup de liquidités. Puisque forcément, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir beaucoup de validateurs. Et donc ça va donner du pouvoir, disons, aux nouvelles banques crypto qui vont sécuriser ce réseau. Donc ça change pas mal de choses. C'est pas juste une question énergétique finalement. J'imagine que vous avez Non, c'est aussi une question de près. politique, de décentralisation, de gouvernance, tout à fait. Ok. Vous avez une question peut-être pour Claire Balva sur ce monde des cryptos. Vous devez surveiller puisque vous travaillez sur la blockchain. Oui, on travaille pour sécuriser les identités. Sur la blockchain, mais avec une blockchain dite permissionnée, donc un algorithme proche de la preuve d'Angers, qui est la preuve d'autorité. Donc en effet, l'idée c'est d'avoir une blockchain très efficiente énergétiquement. Mais je connais bien ces sujets. Le problème de ce saut dans l'inconnu d'Ethereum, en effet, c'est ça, c'est potentiellement une perte de la décentralisation, en tout cas plus de centralisation sur des gros acteurs, et donc ça fait débat dans la communauté. Et surtout, on risque aussi finalement d'avoir un Ethereum proof of work qui va persister. Oui. Donc on a un fork en fait de la chaîne, et donc parce que les mineurs qui aujourd'hui ont beaucoup investi en matériel doivent le rentabiliser, donc vont probablement continuer à maintenir une autre chaîne Ethereum pendant quelques temps pour finir de rentabiliser ce matériel. Donc c'est vraiment un événement inédit dans le monde de la blockchain, ce passage du proof of work au proof of stake. Donc une actu très importante. Il y en a une autre, c'est le projet de loi de finances. Oui. Les acteurs de la crypto, ils attendent quoi de ce PLF? Là, le principal enjeu, ça va être surtout une simplification de la fiscalité, notamment pour les particuliers. On parle des acteurs de la crypto, c'est vrai que c'est important pour eux quand on est une entreprise dans le secteur, mais là, l'enjeu, c'est surtout pour les particuliers qui, auparavant, risquaient d'être requalifiés en termes de fiscalité s'ils avaient une grande fréquence de trading de crypto-monnaie. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre tous les particuliers sur ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique et d'éviter le risque de requalification en professionnel lorsque vous aviez beaucoup de trading. Ça apportera une sorte de sécurité fiscale. Exactement. Merci beaucoup. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice de blockchain et crypto chez KPMG France. Vous restez avec nous également. Merci Hervé Bonazzi. À suivre, c'est Où va le web ?